RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Que vous n'y allez pas, et puis que vous y allez, et puis que vous n'y allez pas, c'est définitif, vous êtes au Parlement. On est au Parlement, on a été validé. Donc, nous siégeons normalement après la décision qui a été prise par notre parti de ne pas faire la politique de la chaise vide. Donc, nous sommes aujourd'hui un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Un groupe parlementaire de l'opposition. De l'opposition. Mais l'autodétermination n'a pas encore eu lieu, hein, ou c'est déjà la déclaration de pas d'appartenance à l'opposition à la majorité n'a pas encore eu lieu. La déclaration d'appartenance à l'opposition à la majorité a été faite actuellement par chaque député. Et vous, vous êtes à l'opposition tous? Tous à l'opposition. Tous d'ensemble? Tous d'ensemble et du regroupement MS et Avançons. D'accord. Oui. Alors, vous êtes de l'opposition. Maintenant, la question, alors que vous avez contesté les résultats, alors que vous êtes totalement opposé à ce qui se passe, quel type d'opposition vous apprêtez-vous à faire dans ce Parlement? Opposition sécessionniste, parce que vous avez eu des propos violents à ce niveau, ou opposition républicaine? Non, bien sûr que si on est à l'Assemblée nationale, c'est pour faire une opposition républicaine, dans la mesure où on considère que on a tourné la page des élections et que maintenant, il faut se mettre au travail. Parce que ce que les gens oublient à un moment donné, c'est que l'opposition et la majorité sont tous membres de ce pays, sont fils de ce pays et doivent œuvrer, chacun en ce qui le concerne, pour faire avancer le pays. Si aujourd'hui notre pays accepte qu'il y ait une opposition démocratique, c'est pour permettre que le gouvernement, les gens qui sont en train de diriger, ne se confortent pas dans une action qui peut être une action négative. Et c'est pour ça que vous avez la loi qui porte statut de l'opposition, qui détermine pour la stabilité des institutions une opposition républicaine. C'est l'opposition que nous faisons. On va revenir sur cette loi. Opposition républicaine, systématique ou constructive? Allez, on va dire. Pourquoi on va dire cela? Vous êtes une quarantaine, maximum 50, sur un total de 500, moins une vingtaine. On est 29. 29, oui. À 29, on va pas beaucoup vous entendre. Non, nous avons le système parlementaire est quand même différent de la loi du nombre. Parce que il y a des temps de parole pour des thèmes importants où le temps de parole entre l'opposition et la majorité peut être le même. Et puis, en plus, n'oubliez pas, vous êtes journaliste, que l'Assemblée nationale offre une tribune, généralement, qui est ouverte à l'ensemble de la nation. Donc, c'est un endroit, un tremplin sur lequel nous allons faire passer nos messages. Opposition systématique ou opposition constructive, nous sommes plus aujourd'hui pour l'opposition constructive. Généralement, les gens sensés ne sont pas censés également dire non, même quand ils sentent que c'est bon. Non, mais il y en a qui peuvent ne rien dire quand c'est bon. Vous allez dire quand c'est bon, pourquoi c'est bon et comment cela pourrait être mieux, parce que vous n'êtes pas toujours d'accord sur tout, ou vous allez systématiquement dire non, même quand c'est bon, sans jamais rien dire de ce que vous auriez fait si vous-même vous aviez été de la majorité. Je pense qu'une critique constructive donne une alternative. Donc, normalement, nous devons systématiquement, lorsque nous sommes contre, dire ce qui aurait dû être fait. Mais être là aussi, lorsque déjà les gens ont déjà le nombre pour dire oui et commencer juste à encenser et à accompagner le positif, je pense que ce n'est pas non plus notre rôle. Donc on doit attendre de vous, si vous ne dites rien, c'est que vous êtes d'accord? En général, oui. Mais pour les très bonnes actions que nous soutenons, nous le dirons. Oui. Alors, il va y avoir beaucoup de réformes. En tout cas, on en a beaucoup parlé pendant cette campagne. Dites-nous si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Comment vous y opposerez, si vous vous y opposerez. Comment vous l'enrichirez, si vous comptez l'enrichir, parce que vous avez dit que vous êtes Congolais, membre de ce pays, que ce pays doit aller pour tout le monde. On a notamment parlé de réforme de révision de la Constitution. La révision de la Constitution, dans le principe, nous y sommes opposés. Dans le principe surtout? Oui,
Nous y sommes opposés parce que, en fait, au jour d'aujourd'hui, la Constitution n'a jamais été convenablement appliquée. Essayons d'abord de l'appliquer convenablement, appliquer ce qui existe, avant de pouvoir penser à changer quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous, le principe est que ne touchons pas à la Constitution. Attelons-nous plutôt à appliquer cette Constitution le mieux possible. Oui, mais il y a des choses qui, dans la Constitution, le leader d'ensemble s'en était d'ailleurs plaint dans le passé, sont peut-être pas d'actualité ou sont pas adaptées, notamment les 26 provinces, alors qu'il y en a que réellement 11 viables, la gestion de ces provinces avec des assemblées provinciales qui phagocytent un peu, ou qui phagocyteraient un peu le tout, les cas où la Constitution, qui est une Constitution d'après-conflit, devrait être changée, existent. Tant que l'on n'a pas complètement appliqué la Constitution, vous dites, même cela, on n'y touche pas? Non, je pense que le contexte ne s'y prête pas. Pourquoi? Le pays est en guerre. Nous avons des problèmes économiques. Il y a énormément de problèmes sociaux, des problèmes de développement, problèmes d'insécurité un peu partout. Pour que on puisse engranger une réflexion sur... Parce que changer la Constitution, c'est un peu changer la nature de l'État. Et changer la nature de l'État nécessite quand même une certaine stabilité. Et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, le pays a mieux à faire. Parce que les débats, notamment les débats sur la Constitution, ce sont des débats qui sont clivants. Or, aujourd'hui, notre pays a besoin de cohésion. Et donc, on ne va pas se mettre sur des débats clivants, des débats qui déchirent davantage la classe politique et la nation lorsque le pays est en guerre. Je pense qu'on doit aller étape par étape. Première étape, consolidons la cohésion nationale. Comment? Oui, première étape. Retenons bien que c'est la première étape. Oui. Mais continuez avec vos étapes, mais je voudrais bien, en termes de cohésion nationale, avoir votre avis. Lorsqu'on a la cohésion nationale, on se met sur les questions de développement, améliorer le social de la population, rétablir la sécurité, et après, lorsque tout ça est réuni, on a un État stable, un État qui commence à avancer. En ce moment-là, on peut entrer sur des débats tels que les débats constitutionnels, qui sont des débats clivants. Moi, je pense que dans le contexte actuel, entrer sur les débats constitutionnels, c'est déchirer le pays encore davantage, et ça ne serait pas bon. Cohésion nationale. Cohésion nationale, aujourd'hui, il est clair que l'étape des élections étant passée, dans les conditions que nous connaissons tous, fraude massive, refus pour certains d'y aller, d'autres y sont partis et se sont fait déchirer, ainsi de suite, il était important d'abord que, en début de mandat, le président de la République, chef de l'État, tende la main à l'ensemble de la nation. Il est important aujourd'hui, on peut éviter le mot ou on peut en trouver un autre. Il faut ouvrir un dialogue national. Aujourd'hui, nous sommes devant un pays où il y a des déchirements, il y a je ne veux pas utiliser le mot, mais je ne peux pas l'éviter non plus. Il y a des frustrations et cela nécessite que le chef de l'État, et c'est son rôle, mette ensemble tous les fils de la nation et que, notamment pour la cohésion nationale, nous sommes dans une situation où un parti comme le nôtre, ensemble, a des prisonniers politiques. Notamment, je vais citer le cas de Mike Mukebai. Ces gens, sans jugement, qu'est-ce qu'ils font en prison jusqu'à aujourd'hui? Il y a des gestes qui sont faits. Vous savez que dans tous les pays du monde, lorsque le chef de l'État commence un nouveau mandat, il y a généralement des lois d'amnistie qui sont signées. C'est pour permettre un nouveau départ. Il y a un dialogue qui doit se faire avec l'ensemble de la classe politique. Le chef de l'État se plaint de la maladie de la justice. Il se plaint de l'absence de développement. Il se plaint de la guerre. Est-ce que tous ces sujets-là, on va continuer à foncer tête baissée ou on va se dire à un moment donné, il faut qu'on se mette tous autour d'une table pour refaire la cohésion nationale et mettre fin à l'agression extérieure? C'est tous ces éléments-là qu'il faut mettre ensemble. C'est de ça que je parle quand je parle de cohésion nationale. Une cohésion nationale à construire, dialogue national
organisé, mais vous êtes du parti Ensemble. Moïse Katumbi serait prêt à participer à ce dialogue national, à s'asseoir autour d'une table avec ses pairs, dont le président Étienne Tshisekedi? Moïse Katumbi fait partie d'un parti politique. Je crois que dans notre parti politique, c'est la démocratie. Si le parti considère que Moïse Katumbi doit s'asseoir autour de la table, Moïse Katumbi va s'asseoir autour de la table. Il n'est pas maître seul à bord. Et nous ne sommes pas également maître seul à bord. Ici, moi, je donne mon point de vue en tant que député, ce que je pense, et je pense que je partage cela avec beaucoup de mes pairs au niveau de notre groupe politique. Vous avez déjà essayé de sonder Moïse Katumbi. Il n'est pas opposé à ce genre de dialogue? Moïse Katumbi est un homme pacifique, et je suis sûr que si la main lui était tendue, parce que parlons des choses un peu qui passent parfois inaperçues. Cet homme, depuis avant les élections jusqu'à aujourd'hui, est un homme qui est torturé en permanence. Pour chaque déplacement, il doit demander des autorisations et tout ça. Et pour avoir le passeport, c'est des problèmes. Et aujourd'hui, il a quand même accepté tout ce qui s'est passé. Il nous a autorisé de siéger à l'Assemblée nationale et il est resté au pays. Au moment où nous parlons, il est avec nous au pays. Et donc, je pense que aller dans le sens d'une cohésion nationale, je pense que Moïse serait pour. Et les gestes d'apaisement, parce que tout ça ne se fait pas avec brutalité ou à l'improviste. Il y a des gestes d'apaisement qui doivent se faire. Nous considérons, même malgré que c'était un droit, que, par exemple, le fait pour la Haute Cour militaire d'avoir libéré provisoirement Salomon est un geste d'apaisement. S'il y a d'autres gestes d'apaisement, libération de Mike Mukebai, libération par exemple de Kabound et d'autres politiciens, ce sont des choses qui vont accompagner et qui vont dans le sens de la cohésion nationale. Vous êtes le président du groupe parlementaire? Oui, je suis le président. Premier groupe parlementaire de l'opposition? Le seul groupe parlementaire de l'opposition. Il y en a deux, attention. Il y a la DIPRO. La DIPRO ne peut pas avoir un groupe parlementaire parce qu'elle n'a pas les effectifs nécessaires. Aujourd'hui, pour avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, il faut avoir au moins 20 députés et la DIPRO n'en a que 3. Donc vous êtes pas la seule, vous êtes le seul groupe parlementaire de l'opposition, mais vous n'êtes pas le seul de l'opposition au Parlement. Non, nous ne sommes pas les seuls de l'opposition au Parlement. Les autres, comme la DIPRO, LGD ou Nouvel Élan, s'ils restent dans l'opposition, seront des non-inscrits. On lui posera la question à monsieur Adolphe Mouzito. Alors, avant de parler puisque vous êtes la première force d'opposition au Parlement, du porte-parole, fixez-nous les objectifs de votre groupe. C'est vrai que vous avez dit que vous allez faire de l'opposition constructive, comme nous avons un pays à construire, qui a des choses à critiquer positivement, mais que serez-vous heureux d'avoir obtenu à la fin de ce mandat en tant que président du principal groupe parlementaire de l'opposition, de l'unique groupe parlementaire de l'opposition? Oui, je serais content d'obtenir la chose la plus importante d'abord, qu'il y ait un Parlement qui soit conduit sans déchirement, c'est-à-dire opposition, majorité, que la population sente qu'on travaille dans le même objectif, qu'il n'y a pas je peux dire d'arrière-pensée dans le travail que nous faisons. On n'est pas à l'Assemblée nationale pour se tendre des pièges. On est là pour débattre des vraies questions. Et lorsque je sentirai que la majorité est prête à admettre quand elle a tort sur certains points, le point de vue de l'opposition, et que mes collègues de l'opposition seront prêts à admettre, lorsque les bonnes choses se font au Parlement, de voter dans le même sens, et qu'on arrête les querelles inutiles, je crois que ça sera déjà un grand pas pour nous. Parce que vous savez très bien que dans notre pays, la classe politique a joué un rôle très négatif. Peut-être moi, oui, y compris, parce que je fais de la politique depuis un certain temps. Le rôle négatif, c'est que on passe beaucoup de temps dans des débats de chiffonniers.
à se disputer. Bon, l'autre a dit ceci, non, telle virgule a été mal placée. Et on passe 90% de notre temps à ça. Alors que l'essentiel, c'est le travail qui devrait être fait sur le terrain pour la population. Donc, dépasser ce débat de chiffonnier est un pas positif. Et moi, je vais contribuer avec mes collègues à ça. Comment Parce que c'est vrai que on vous a tous vu, hein, et la presse en a été la principale victime parce que c'est nous qui vous atterrissez tous chez nous. Quels sont les bons exemples que vous allez faire pour que de chiffonnier, le politique congolais devient bâtisseur? Première chose, la chose la plus importante, c'est que, vous l'avez dit, nous l'avons dit, on est sorti du débat des élections. Dire non, tel avait gagné, bon, même si nous ne représentons que 4%, bon voilà. On sort d'abord de ces débats, on accepte de siéger. C'est-à-dire, c'est le premier gage de bonne volonté. Deuxième gage de bonne volonté, conformément à ce qui est prévu par le règlement intérieur, nous acceptons de prendre un rôle au bureau. Mais nous attendons de la majorité de nous donner une place visible aussi. Ah oui, parce que précédemment, c'était la deuxième vice-présidence, oui. la questure adjointe et rapporteur adjoint. Oui. Vous n'êtes que 29 sur 500. Oui. Vous en revendiquez toujours 3? Non, on n'en revendique pas 3. Si nous avons déjà 2, ce serait une très bonne chose. La deuxième vice-présidente? La deuxième vice-présidente et le rapporteur adjoint, par exemple. Si c'est impossible, on ne peut pas nous cantonner, comme cela se fait déjà dans la gourmandise des amis, de dire que bon, vous êtes opposition, vous n'êtes que 29, alors vous n'aurez que le rapporteur adjoint. C'est-à-dire être invisible, en fait, dans les structures démocratiques. Aujourd'hui, vous devez savoir que même quand le chef de l'État, le Premier ministre et autres, le gouvernement va à l'extérieur, on va leur poser la question, est-ce que, effectivement, avec cet état de guerre et autres, est-ce qu'il existe une opposition dans votre démocratie? Oui, s'il existe vaguement quelque part un rapporteur adjoint dans une assemblée de 500 personnes, il n'y a que 29, ça pose un problème. Il est temps qu'on le comprenne, que les gens se fassent un peu violence pour dire, OK, bon, si on donne un deuxième vice-président et un rapport, ça donne une visibilité à l'opposition. Et ça enlève une partie des faux arguments que d'autres essayent de donner. Vous ne voulez pas la question? La question, adjointe. Peut-être non. La question, c'est peut-être il y a des problèmes sensibles. On peut croire que on s'intéresse plus à l'argent. Non, ça on peut laisser. Le deuxième vice-président se charge plus du contrôle parlementaire, et le rapporteur adjoint se charge du suivi des rapports des vacances parlementaires pour voir si les députés font leur travail sur le terrain. Vous ne voulez pas être comptable de la gestion du bureau? Ce n'est pas notre rôle non plus, d'être comptable de la gestion. Mais dans le passé, l'adjoint du questeur était de l'opposition. Dans le passé, pour le mandat passé, oui. Je crois, c'est possible. Le dernier mandat, c'était le rapporteur adjoint. Le rapporteur adjoint. Ouais. Quant aux commissions, 29 sur 500, vous voulez présider certaines commissions à l'Assemblée. Dans le passé, il y en avait au moins 2 dans l'opposition, notamment toujours d'ensemble, si je m'abuse, vous-même et Christelle Wanga. Oui, oui. Aménagement du territoire et genre famille. Vous avez été tantôt opposition, tantôt... Oui, toujours dans mon groupe, hein, sans changer de groupe. Oui, on est d'accord. Oui. Mais cette fois-ci, vous avez demandé aussi de prendre la tête de commission? Bien sûr, au moins une commission. Une seule? Au moins. Mais ce sont des débats qui doivent avoir lieu dans le bon entendement de ce que j'ai dit, c'est-à-dire voir comment donner un espace de visibilité, un espace d'expression à notre opposition. Comment on va donner cet espace-là? Il appartient, comme je l'ai dit et je le rappelle, au pouvoir en place de institutionnaliser l'opposition et de lui donner un espace de visibilité et d'ouverture. Si on discute avec cette idée en tête, je pense que les choses peuvent aller plus simplement et plus vite. Toujours à l'Assemblée nationale. Revenons aux réformes. On a beaucoup parlé de l'irrévocabilité de la nationalité d'origine et donc de réformes en termes de la nationalité congolaise. Vous êtes pour ou contre? Je suis
en son temps. Pas maintenant aussi. Pas maintenant, parce que l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, je crois que ça, c'est un acquis. Non, ce n'est pas un acquis, c'est pas encore inscrit. C'est-à-dire que ce n'est pas encore inscrit dans la Constitution, mais on ne fait pas cas, on ne poursuit pas ceux qui ont une double nationalité. Je crois que il y a comme un moratoire sur cette question précise. Mais cette question est une question qui a toujours été bloqué par, ou même ce qui a été mis dans la Constitution actuellement, a toujours été conditionné par le conflit à l'Est. Les gens ressortissants de l'Est sont tellement allergiques à la question de la double nationalité parce qu'ils croient toujours que les Rwandais vont profiter de cela pour envahir le Congo. Mais c'est une question, je crois, qui va être dépassée. Mais le faire en ce moment-ci, je crois que ça va causer encore d'autres frustrations. Y compris l'irrévocabilité. Y compris instituer ce que vous dites d'application, l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, qui peut être, qui ne nécessite pas que la Constitution soit touchée, qui ne nécessite qu'un toilettage de la loi sur la nationalité. Oui, là je suis d'accord. Si ça ne nécessite pas de toucher à la nationalité, je crois que c'est une très bonne chose et ça va compléter, ça va en fait presque annuler la question de l'exclusivité de la nationalité. Et j'en profite justement pour revenir à certaines propositions qui sont faites. Écoutez, il faut pas jouer beaucoup avec les questions de nationalité. On ne peut pas, comme ça, sans études, déchoir. Je n'ai parlé que des réformes à apporter à la loi à la nationalité. Je n'ai pas parlé de la loi Tchani. C'est de ça que vous voulez parler? Non, je veux parler de la proposition de loi de Moutamba qui veut dire que, voilà, toute personne qui avait pris les armes ou quoi contre son pays doit être déchue de sa nationalité. Et moi, je trouve que ce sont des voies très dangereuses. Moi, je serais plutôt pour que la nationalité de chaque Congolais soit irrévocable. On va revenir sur ce sujet. De père et de mère, la loi Tchani, toujours catégoriquement opposée. Je crois que ce débat-là, avec la décision de la Cour constitutionnelle, l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la candidature de Moïse Katumbi, cette question est définitivement close. Je pense qu'on ne va plus y revenir. Vous avez parlé d'échéance de nationalité pour trahison notamment. Ça, oui. C'est une proposition d'un député, d'un de vos collègues, Constant Moutamba. Un autre collègue, André Litté, lui propose confiscation de tous les biens à tous ces, entre guillemets, traîtres. Confiscation des biens ou pour constitution d'une base pour réparation des victimes de ces guerres. Attention, hein, moi je pense que il faut être prudent dans tout ce qu'on fait, parce que lorsque on commence à prendre des décisions unilatérales comme ça, on va arriver à un état. Non, c'est une proposition de loi, hein, attention. Oui. C'est une proposition de loi qui devrait être jugée entre vous. André Litté, le député André Litté, oui. Qui a contacté Top Congo et qui a d'ailleurs été entendu sur Top Congo, propose que ceux qui trahissent ou qui prennent les armes contre le pays voient leurs biens confisqués en attendant de voir comment se termine le conflit et s'il y a des victimes à ces conflits. Confisqués ou gelés, je pense on verra ce que dit la loi. Parce que je peux être d'accord que les avoirs, notamment financiers, puissent être gelés et pas confisqués, jusqu'à ce que certains éléments qui doivent être jugés par la justice puissent être prouvés et que, en ce moment-là, on décide des affectations. Parce que si on commence à confisquer d'office comme ça, c'est ce que je ne voudrais pas. Il faut que cela se fasse dans un respect de procédure et de justice, mais ça se parlerait plus en termes de gel que de confiscation. Il cite, ou en tout cas il prend comme exemple tout ce qui est sanctions pris notamment dans de pareils cas aux États-Unis et en Europe contre ceux qui éventuellement auraient des actions du même genre. On a parlé de conflit, parlons du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Un élu d'ensemble a été mis aux arrêts. Confirmation nous a été donnée, on avait parlé de deux, mais confirmation nous a été donnée par le porte-parole, un des porte-parole de Moïse Katumbi, pour le citer Francis Kalombo. Réaction? La réaction, c'est de dire que
il y en a qui partent, on n'en parle pas. Mais quand c'est ensemble, tout le monde en fait, je crois, de tout. Et c'est très grave. Ici, on a parlé de ceux qui ont été arrêtés dans le camp d'ensemble, mais dans le groupe qui a été arrêté, il y a des gens de l'Union sacrée, dont on ne parle pas et on ne veut pas dévoiler les partis d'origine. Mais nous les connaissons. Donc je crois que arrêtons cet amalgame et cette chasse aux sorcières. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que l'Union sacrée s'est formellement et fortement mis derrière le soutien aux autorités actuelles, on ne trahit pas le pays, et que on a parlé du PPRD notamment, et on parle aujourd'hui d'ensemble. Vous êtes plus ou moins mitigé par rapport à ce qui se passe à l'Est? Mitigé, non, je dirais non. Nous sommes profondément engagés pour défendre la patrie. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, sinon on ne serait pas ici. Et la peine de mort, le moratoire qui est levé, qu'en pensez-vous? Non, je suis contre, parce que je pense également que la justice, comme l'a dit le chef de l'État lui-même, étant malade, on ne peut pas aujourd'hui permettre à cette justice-là de tuer, donc d'ôter la vie, parce qu'en ce moment-là, lorsqu'on va se rendre compte que cette justice malade avait commis des erreurs, la personne sera déjà décédée et ça va créer beaucoup de problèmes. Avec cette peine de mort, je pense que le général Edi Kapende aujourd'hui ne serait pas parmi nous, hein, et je pense qu'il faut aller tout doucement. C'est vrai que dans certaines circonstances, à l'avenir, on pourra y réfléchir, mais dans un pays comme celui-ci, avec la justice comme nous l'avons, je pense que c'est une erreur de restaurer la peine de mort. On parle de vouloir dissuader. Le moratoire a été levé entre 1978, vous connaissez ce qui se passait avant les coups d'État Kaloumé sous Mobutu, et 1997 à l'arrivée de la FDL. De 1997 à 1999, on réapplique la peine de mort. C'est la FDL et c'est la guerre, on la connaît. On réinstalle le moratoire jusqu'en 2002. Vous savez ce qui se passe en 2002. Aujourd'hui, en 2024, on reprend les mêmes méthodes qu'à chaque fois que la nation était en danger. Est-ce que vous comprenez cette réaction? Je pourrais la comprendre si les choses étaient menées dans un contexte d'une justice correcte. Aujourd'hui, notre justice fait n'importe quoi et j'ai peur que cela ne serve pour couper les têtes des gens qu'on ne désire pas voir. Et ça, c'est très dangereux. Nous sommes avec vous, Monsieur Christian Mwando Nsimba, élu de Moba, Tanganyika, hier opposition, puis ministre du Plan, puis de nouveau opposition, puis aujourd'hui dans l'opposition. Tiens, à la tête du ministre du Plan, c'est Judith Souminoa Toulouka qui vous a remplacé. Comment, je vous parle pas de la première ministre encore, comment avez-vous jugé l'action de votre successeur? Bon, je pense que l'action de ma successeur a été positive, mais probablement, il lui a manqué les moyens pour finaliser ce qui était prévu. Comment avez-vous accueilli sa nomination comme Premier ministre? Très bien. Sur le plan technique, je trouve que le président de la République n'aurait pas fait un meilleur choix. C'est quelqu'un dont je connais la formation. Nous sommes allés 2 promotions après moi à l'université, donc c'est quelqu'un que je connais, avec qui j'ai eu à travailler quand elle était au CPVS, elle qui suivait les dossiers du ministère du Plan. Bonne relation, bonnes conditions techniques, mais autre chose est d'être technicien dans ce gouvernement et de pouvoir avoir la capacité de le gérer, et autre chose est d'être capable, suivant ce qui se passe, de diriger effectivement ce gouvernement. Je donne un exemple simple. Madame Souminoa, qui est technique, qui n'est pas du tout politique, ça je peux le confirmer, elle n'est pas du tout politique, qui est technique, risquerait de se retrouver dans un gouvernement avec tous les chefs de partis politiques que vous connaissez. Elle ne fera pas le poids. En tout cas, elle aura difficile à s'exprimer. Il y a un moment donné, lorsqu'elle va constituer le gouvernement, le conseil que je peux lui donner, c'est de veiller à faire en sorte que, notamment des ministères clés, comme le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, quelle est la même mise sur ces 3 ministères-là? Si on lui laisse les caïmans qui sont là-bas pour le moment, mais elle va se faire bouffer sans faute et elle n'aura pas l'autorité nécessaire pour conduire le gouvernement. C'est un contexte particulier.
Moi, je dirais, dans un autre contexte, c'est un choix parfait. Mais dans ce contexte-ci, il lui manque la dose politique de connaître tout cet arsenal d'hommes politiques qui est nécessaire. Mais je pense que par rapport à ça, peut-être qu'il y a un deal avec le chef de l'État pour qu'il gère plus les questions politiques et qu'elle soit cantonnée aux questions techniques. Je ne sais pas ce qui se passe, mais sur le plan technique, je n'ai rien à redire. Finance, justice et intérieur, mais elle peut garder devrait-elle, selon vous, comme à l'époque, rappelez-vous, 2000, je crois que c'était 2000, c'était votre défunt père qui était d'ailleurs l'informateur à l'époque, 2003, 2006. 2006. Elle devrait faire comme premier 2011, ministre. Oui, 2011, oui. Mais enfin, précédemment 2006, elle devrait être au Yandivé comme le patriarche de Gizenga. Oui. Pour certains postes clés, elle doit avoir ces hommes pour avoir la même mise. Parce que si vous avez, par exemple, un ministère comme le ministère des Finances qui vous échappe, ce qui a été le cas certainement dans le gouvernement Sama Lokonde, je sais de quoi je parle. Vous perdez le contrôle de la gestion courante parce que les recettes et les dépenses se font sans votre consentement. Et en ce moment-là, les ministres parfois traitent directement entre eux sans passer par vous. Donc, comme on dit, l'argent c'est les nerfs de la guerre. C'est elle qui doit absolument imposer son homme là-bas. Mais en termes de politique, vous avez dit qu'il y a sûrement un deal avec le président. Selon vous, elle ne devrait pas accepter parce que c'est souvent le cas. Vous avez été au ministère du Plan, vous êtes technique, vous. Oui. Tout le monde l'a salué. Mais il y a eu, dans ce gouvernement de 50 membres, beaucoup plus de politique que de technique. Oui. Elle est technique, vous le dites. Son expérience le dit aussi pour elle. Elle devrait-elle accepter des politiques ou selon vous, devrait-elle plutôt persuader les politiques de laisser des techniques à leur place? Je pense que dans le contexte actuel, elle devrait faire un dosage. Parce que, attention, le Premier ministre, le gouvernement dépendent du Parlement. Laisser totalement les politiques en dehors, ils vont attendre en embuscade à l'Assemblée nationale pour bloquer le bon fonctionnement du gouvernement. Donc, il est important qu'elle fasse un bon dosage pour que les gens, qu'elle garde en tout cas la main sur l'Assemblée nationale, avec une bonne collaboration de certaines personnes qui pourraient être déléguées. Ça peut ne pas être les chefs de partis politiques. Ça peut être des membres des partis politiques. Mais qu'elle veille sur la technicité et sur l'influence de ces gens-là en relation avec l'Assemblée nationale. Y compris veiller sur la technicité des politiques qu'on lui envoie. Absolument. Ça, c'est essentiel parce que, ayant travaillé dans les gouvernements, que ce soit provincial ou national, je sais que la plupart des politiques incompétents deviennent des problèmes parce que après vous ne savez pas vous en débarrasser. Ils rendent tout politique et ce n'est pas bon pour le bon fonctionnement d'un gouvernement. Je rappelle que vous avez été pendant plus d'1 an ministre du Plan. Je voudrais qu'on termine là. Est-ce que la désignation d'un ancien ministre du Plan est le symbole que l'intérieur du pays sera le plus concerné par le gouvernement pendant la période? Vous avez lancé, vous, le PDL 145, territoire, vous en êtes le paternel, oui, c'est bien vous. Oui. On a beaucoup parlé en bien, en mal de ce PDL. Alors je voudrais qu'on en parle et tout le monde se pose la question, est-ce que c'est la solution pour rendre un peu plus vivable l'intérieur de ce pays? Pour parler du PDL 145, je pense que c'était une très bonne solution, mais qui a été mal exécutée. Pas du fait du ministre du Plan, et même pas de ma remplaçante, du fait du ministère des Finances. C'est pour ça que je dis, il faut garder un œil là-dessus. Le ministère des Finances qui a négocié les BCECO, CCF et PNUD. Ce n'est pas les exécutants. Le ministère des Finances n'a pas décaissé en temps et en heure l'argent des routes. Les routes de desserte agricole. Oui, mais les routes de desserte agricole, c'était la deuxième étape. Il fallait qu'on termine d'abord la première. Ça a été pris comme la deuxième étape pour quelle raison? Je crois que je l'avais expliqué. Parce que l'argent qui a été utilisé pour, soi-disant, pour la première étape, n'était pas l'argent du Congo.
C'est l'argent des fonds DTS. Et comme on avait l'information, le ministre avait déjà confirmé que l'argent était dans la caisse, l'argent de l'État congolais, les autres ont imposé pour dire que comme vous avez déjà votre argent, vous pouvez utiliser ça pour les routes et autres. Notre argent à nous, faites les hôpitaux, les centres de santé et les bâtiments administratifs. Et l'argent que nous, on avait de notre côté n'est jamais sorti. N'est jamais sorti. C'est ça la question, c'est ça le problème. Et du coup, on s'est retrouvé avec de l'argent pour construire les hôpitaux et les écoles, mais on n'avait pas de route. Et donc, le programme a pris énormément de retard et aujourd'hui, il semble pas avancer. Mais maintenant, avec la guerre, je pense que tout l'argent va être probablement destiné à l'effort de guerre et c'est un programme qui risque de patauger. Le PDL 145 risque d'être un échec, vous dites? Il risque de patauger en termes d'exécution. Parce que les fonds pour l'exécuter vont venir à manquer parce que déjà, aujourd'hui, les fonds manquent pour beaucoup de choses du fait de la guerre. Mais c'est un bon programme. C'est un très bon programme. Excellent programme qui a été jugé par le PNUD meilleur programme depuis 1960 en République démocratique du Congo. Monsieur Christian Mwando, président du premier groupe parlementaire de l'opposition, un sujet qu'on ne peut pas ne pas aborder, serez-vous ou ensemble revendiquera-t-elle le porte-parole de l'opposition? Je ne parle pas en termes de revendication. Naturellement, aujourd'hui, ce poste revient à Ensemble. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que la loi portant statut de l'opposition dit que le porte-parole de l'opposition est désigné par consensus ou par vote par les parlementaires, c'est-à-dire les opposants qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat. Or, aujourd'hui, quand vous faites l'arithmétique simple, sur 29 potentiels opposants, nous avons déjà 24. Nous espérons en avoir plus au Sénat. Encore au Sénat. Les autres, toutes tendances confondues, n'ont que 5. Donc, si Moïse n'est pas porte-parole, c'est lui qui désignera de toute façon le porte-parole. Ça, je parle sur le plan de texte. Et tous les juristes, c'est clair comme l'eau de source. Deuxième chose importante, il y a la question de légitimité par rapport à être porte-parole de l'opposition. La légitimité veut que celui qui a été le deuxième dans ces élections, avec ce qui a été proclamé par Kadima, 18%, soit le porte-parole par rapport, par exemple, à celui qui a eu 0,2%. Ça veut dire, si on arrondit, 0%. Vous parlez de Constant Motamba. Il a eu 0,2% aux élections. Mais, comme disait le vieux Mbosso, nous nous sommes un pays, le sérieux du pays, quand vous avez quelqu'un qui vient avant et qui le mérite, on se retire. C'est ça qu'on avait dit, même l'opposition constructive. Les faits, les textes et la légitimité donnent à Ensemble, et particulièrement à Moïse Katumbi, le droit légitime d'être porte-parole de Jean-Pierre Bemba, Étienne Tshisekedi et Martin Fayulu ne l'ont pas été lors des 3 précédentes élections. Est-ce que vous avez espoir que pour ce mandat, porte-parole de l'opposition, il y aura? Ça n'a pas été fait dans le passé pour 2 raisons. La première et la plus importante, c'est que l'Assemblée, parce que tous ces votes, ces réunions doivent être convoqués par le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les deux ensemble convoquent les parlementaires de l'opposition. Précédemment, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Nous avions écrit, nous avons fait la démarche, ils n'ont pas voulu. Cette fois-ci, nous espérons, parce que nous prenons le chef de l'État au mot. Il l'a dit lors de son discours d'investiture, qu'il tenait à ce qui est un porte-parole de l'opposition, conformément au statut. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ça donne une visibilité à l'opposition dans un contexte où les gens tendent à faire de l'opposition non républicaine. Jamais trahi le Congo, jamais trahi le
RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.